La Chambre. Veuillez vous asseoir. Bonjour, messieurs, dames. Donc, nous allons poursuivre ce matin avec le rapport d'expertise. Donc, nous allons inviter la personne qui doit procéder à ce rapport de se présenter au prétoire. Merci. Eso.
y aller. Monsieur le Président, messieurs, donc nous avons vu qu'il y a 3 sites au sein desquels on a découvert des fosses communes ou individuelles. Ces fosses communes ou individuelles contenaient des corps squelettisés à divers degrés, depuis un corps quasi complet, squelettisé évidemment, sans plus aucune chair dessus, à des débris osseux multiples. Nous avons vu ça pour Gadjira hier. Parmi ces corps, on retrouvait aussi des éléments associés, c'est-à-dire des vêtements, des objets personnels et des éléments balistiques. Oui, mais est-ce qu'avant que nous continuions à procéder au rapport, est-ce que vous pouvez peut-être décliner votre identité pour qu'on puisse savoir qu'à cette phase, telle personne est en train d'exposer? Excusez-moi. Donc, je suis le docteur Pierre Péric, je suis praticien hospitalier, médecin légiste au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille. Je suis expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour pénale internationale et membre de l'EAF à la mission, pas à temps complet. Donc je suis essentiellement légiste et donc je vais vous parler essentiellement des autopsies de ces corps. Donc un peu de méthodologie avant de commencer. Comment pouvons-nous, à partir de ces squelettes, et dans l'état où ils sont, déterminer les causes du décès? Donc il est bien entendu que nous n'avons plus aucun élément de chair, ni plus de sang, ni aucun organe qui puisse se voir. Et le seul organe que nous avons, ce sont les os. Donc au niveau des os, nous allons pouvoir déterminer des lésions que nous nommons périmortem. Vous avez vu hier, pour l'identification, on utilise des lésions antémortem, c'est-à-dire des cales osseux ou des pseudarthroses ou des signes d'arthrose, des déformations osseuses qui se produisent avant le décès, soit des traumatismes anciens qui ont cicatrisé, soit une dégénérescence osseuse liée à l'arthrose, comme pratiquement chez tous nos concitoyens, avec des changements osseux. Ceci, ce sont des lésions antémortem. Ensuite, vous avez vu, simplement en regardant les photos des sites, ce qu'on appelle les lésions post-mortem, qui sont liées aux facteurs taphonomiques, c'est-à-dire tous les phénomènes qui vont altérer le corps humain jusqu'à le réduire en poussière. Ce sont les facteurs taphonomiques, ce sont des lésions post-mortem. Ici, nous nous situons dans les lésions périmortem, c'est-à-dire celles dont on peut supposer qu'elles sont survenues au moment de la mort, avant, après, mais vraiment à ce moment-là. Donc, de quoi nous disposons-nous comme lésions osseuses? Bien, à peu près tout le monde sait ça. Ou des transfictions, c'est-à-dire le passage d'un objet, le plus souvent un projectile, mais ça peut aussi être un outil, une épée, un sabre, donc des transfictions ou des coupures, des fractures simples et des fractures que nous appelons comminutives, c'est-à-dire avec une explosion des éléments osseux, et enfin des fracas ou éclatements osseux très complexes. Par exemple, sur les photos qui vous sont présentées, au niveau où il y a le marqueur rouge, vous pouvez noter on peut baisser un peu l'intensité lumineuse, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Si on peut baisser l'intensité lumineuse, de façon à ce que les parties puissent bien voir la lésion au niveau de la bordure de la mandibule à gauche. C'est une transfixion, donc un passage d'un élément. Au milieu, nous avons une fracture comminutive, c'est-à-dire une fracture avec la lésion osseuse et de multiples fragments. Et sur l'os iliaque que vous avez à droite, on a un éclatement osseux qui a été reconstitué et on voit de multiples traits de fracture au niveau de l'aile iliaque. Voilà, ces éléments sont, merci beaucoup, ces éléments sont des lésions périmortem. On les précise un peu, voilà par exemple des transfictions. Un crâne qui a été transfixié, on voit la flèche ici, des orifices de pénétration de projectiles, une transfixion au niveau de la mandibule
chez cet individu, une transfixion au niveau d'un os, qui est une fracture comminutive, mais on voit le passage et ensuite l'explosion avec divers éléments que nous appelons un aile de papillon. Ici, celui que vous aviez précédemment, la transfixion de l'angle de la mandibule, l'angle gauche de la mandibule, manifestement par un élément. Des fractures plus classiques, donc la fracture, c'est simplement le fait d'un os qui est brisé. Bon, les fractures que nous observons ici ont un caractère très spécial. Elles sont, disons, comminutives, c'est-à-dire vraiment de multiples fragments. Elles n'ont strictement rien à voir avec la fracture que vous pouvez vous faire simplement sans même tomber en vous tournant avec le pied qui est coincé. Par exemple, vous ferez une fracture spiroïde du tibia. Ou tomber de sa hauteur, vous aurez 1 ou 2 traits de fracture, pas beaucoup plus. Même tomber de grande hauteur ou dans un traumatisme très, très violent, comme on peut l'observer par exemple dans le cas d'accident d'avion, vous aurez des fractures, mais vous n'aurez pas ce type de fracture qui est vraiment quasiment pathognomonique, c'est-à-dire très spécifique, de lésions par arme à feu à très grande énergie. Et vous allez voir, on va en reparler pratiquement tout le temps de mon intervention. Un projectile délivre de l'énergie. Si je traduis par la formule simplement, l'énergie est égale à la masse. Or, actuellement, nous employons de tout petits projectiles, donc la masse est très réduite, mais cette masse est multipliée par la vitesse au carré du projectile, et nous avons les moyens, hélas, de fabriquer des projectiles de très haute vitesse qui délivrent une énergie énorme. Cette énergie, dès qu'elle arrive au niveau d'un élément dur ou d'un élément mou, se traduit par est totalement libérée et entraîne l'éclatement de l'organe ou l'éclatement de l'os. Voilà ce que nous avons, par exemple. Ça donne des fracas de ce genre. Ici, vous avez, par exemple, au niveau de l'aile iliaque, ces multiples fragments qui ont été reconstitués, mais qui, en fait, quand nous les découvrons, sont dispersés. Ici, vous avez la même chose au niveau du crâne, de la voûte crânienne. Ces signes osseux sont des éléments directs de diagnostic de lésion. Ça concerne l'os. Qu'est-ce qui est associé à cela? Imaginez simplement que là-dessus, il y a des organes, il y a un cerveau dans ce crâne, il y a beaucoup d'organes au niveau du bassin. Ces organes subissent le même traumatisme que nous traduisons ici uniquement au niveau osseux. Donc ce traumatisme les dissocie, les fait éclater. Et il est bien évident que ce type de fracture, l'os est très vascularisé. Le long des os circulent les artères, remontent les veines. Il y a aussi des nerfs, bien sûr. Ce type de fracture entraîne une explosion des vaisseaux et donc une perte sanguine énorme. On peut chiffrer, par exemple, la perte sanguine dans une fracture similaire au niveau du fémur à 2 litres, 2,5 litres de sang, c'est-à-dire la moitié de notre réserve de sang. Et donc, immédiatement, le décès survient dans le cadre d'un choc hémorragique, s'il s'agit simplement de lésions osseuses comme ceci, ou dans le cadre de la destruction d'un organe vital. Il est bien évident qu'un éclatement, comme vous voyez au niveau de ce crâne, se traduit au niveau encéphalique, c'est-à-dire au niveau du cerveau et du cervelet, par des lésions qui sont absolument irrémédiables et le plus souvent quasi immédiatement mortelles. Donc, c'était des éléments directs qui nous permettent de déterminer les causes du décès. Nous disposons par ailleurs d'autres éléments pour approcher les causes du décès sans pour autant en être certains et sans pour autant pouvoir préciser le lieu de l'impact. D'autres éléments. Le premier élément, c'est ce que vous avez vu hier, c'est-à-dire la levée de corps. Toutes les opérations qui consistent à bien observer le corps in situ, sur place, là où il était, et comprendre ce qui a pu se passer, s'il a pu tomber sur la face antérieure, s'il a pu tomber sur le dos dans telle ou telle position. Pour nous, médecins légistes, le travail commence vraiment sur les lieux. Quand je fais mon travail chaque semaine quotidiennement, sauf ici évidemment, le mardi est entièrement consacré à la levée de corps. C'est-à-dire que je suis appelé sur les lieux, soit par les gendarmes, soit par la police, quelquefois en présence du parquet, et nous examinons le corps, d'abord sans le toucher, et puis nous approchons tout doucement, et les techniciens de police techniques et scientifiques, qui peuvent s'apparenter dans ce cas-là aux archéologues et anthropologues, bien sûr nous aident à relever tous les indices suspects de crimes ou délits, et tout ce qui peut nous paraître anormal. Donc dès ce moment-là, nous commençons les investigations,
Et il est bien évident que ces investigations se poursuivent au niveau des éléments associés au corps. On va peut-être trouver un élément balistique incrusté dans le bureau, incrusté dans le mur, et on va sûrement avoir des lésions et des détériorations au niveau des habits. Donc, ces détériorations au niveau des vêtements, nous les avons observées de façon remarquable lors des analyses de laboratoire et lors de ce que j'appelle moi toujours les autopsies, puisqu'il s'agit de corps et que nous avons observé nous-mêmes, les autopsies des squelettes et éléments de squelettes et restes osseux dont nous disposions. Pour nous, les vêtements ont été très déterminants. Ici, simplement, je vous montre ça, je pense que mes collègues insisteront plus, surtout du côté balistique. Vous voyez les multiples orifices d'entrée ou de sortie que nous avons, ils sont symbolisés par ces marques rouges. En bas à gauche, vous avez trois orifices très typiques. Vous avez une transfixion qu'on voit au niveau du vêtement supérieur, disons du pantalon et du caleçon en dessous, et qui sont bien en correspondance. Donc on observe ces éléments-là. On confirme qu'il s'agit bien de transfixion par projectile. Alors qu'est-ce qui nous permet de dire ceci? C'est cet élément-là, cette espèce de halo noirâtre qui ne se voit pas très bien, mais qui est très évident à la loupe binoculaire, qu'on appelle en français la collerette d'essuyage, qui correspond au passage du projectile, qui laisse, dans sa transfixion, qui laisse la graisse qu'il a prise et les éléments de fumée et les résidus de tir qu'il a pris dans le canon. Donc il s'essuie. Notre collègue balisticien vous parlera d'anneau de propreté, c'est la même chose. Donc cette collerette est absolument, totalement typique d'une transfixion par un projectile. Ça ne peut pas être autre chose. Donc diverses lésions, le plus souvent elles sont circulaires, multiples ou non, elles entraînent une dégradation des fibres. Bon, tout ceci est absolument évident. Nous avons quasi systématiquement, lorsque cela a été possible, c'est-à-dire vêtements sous vêtements, comme ici pantalon et caleçon ou slip, nous avons systématiquement mis en corrélation systématiquement mis en corrélation les lésions des vêtements superficiels et les lésions des vêtements profonds. On y reviendra. Plus intéressant, la mise en corrélation des lésions au niveau vestimentaire et des lésions osseuses. Par exemple, ici, vous avez le pantalon, le caleçon, le slip ici. Les dégradations au niveau du pantalon, au niveau du slip sont tout à fait en concordance. Et quand nous enlevons ces vêtements sur le corps, nous trouvons une explosion des deux éléments du bassin, les deux os iliaques. Et on a gardé la même orientation. C'est un tir, donc de droite à gauche, de haut en bas, et qui est quasiment parallèle au plan frontal. Indéniablement, les vêtements nous servent quasi systématiquement tous les jours. Dans la ville où je réside, il y a beaucoup de criminalité et les armes employées sont du même type que celles que nous trouvons ici, c'est-à-dire les fusils d'assaut, actuellement par les bandits. Et les vêtements nous aident énormément, car quelquefois avec ce type d'armes, les orifices d'entrée et les orifices de sortie peuvent être confondus. Il s'agit d'un phénomène dynamique, c'est-à-dire que la personne, aussi bien l'agresseur que l'agressé, ne sont pas stables et statiques en position anatomique. Tout cela bouge, tout cela est un phénomène dynamique. Et donc les vêtements nous aident énormément à nous resituer à un orifice d'entrée, à un orifice de sortie, et nous permettent de nous situer aussi dans la position de l'agressé, de la personne qui reçoit les balles. Et évidemment, cela nous donne des éléments qui permettent de déterminer les trajectoires des projectiles et aussi la position de l'agresseur. Alors tout cela, actuellement, nous sommes vraiment sollicités pour ce type d'études et nous travaillons main dans la main dans tous les instituts médico-légaux avec le balisticien qui est devenu un personnage incontournable, tout au moins dans la criminalité que nous observons actuellement. Évidemment, les éléments balistiques associés, même s'ils ne sont pas évidemment des preuves directes, sauf quand ils se trouvent fichés ou inclus dans un élément osseux, les éléments associés, vous voyez ici un éclat de munitions, un morceau de chemise de munitions que nous avons retrouvé collé sur le vêtement. Vous voyez divers projectiles, ce n'est pas mon sujet, mais je vous montre qu'ils sont là.
Et plus étonnant encore, car c'est la première fois que je constatais ça personnellement, ces colorations vert de gris qui sont liées au contact entre les projectiles en métal non ferreux, le plus souvent du laiton ou des alliages de cuivre, en contact direct avec l'os et qui va transmettre cette couleur d'oxydation qui prouve qu'il y a une association très intime entre le projectile et l'os lésé. Voilà. Donc, c'était les éléments d'analyse un peu. Essentiellement, retenir ce type de fracture. Les transfictions, évidemment, on les met directement en relation avec des projectiles, mais le type de fracture avec multifragmenté, avec ces traits de fracture qui fusent d'un côté et de l'autre de l'os, ça, c'est vraiment typique de ce type des projectiles à très haute vitesse. Donc, je vous l'ai dit, ils libèrent une haute énergie, même si la masse du projectile est relativement très petite. Actuellement, on emploie des calibres de type 5,56, c'est-à-dire comme du 22 long rifle, mais à des très hautes vitesses qui frisent les 1000 mètres secondes. Et donc, toute cette énergie est transmise et diffuse dans l'os, comme elle a aussi diffusé, mais nous n'en avons aucune preuve, évidemment, au niveau des organes, provoquant ainsi dégradation d'organes vitaux et hémorragie cataclysmique. Plus fastidieux, je vais prendre, parce qu'il le faut et que ce sont des autopsies et qu'on va suivre le plan normal de ce type d'intervention, je vais prendre corps par corps les lésions, et je n'ai retenu que les lésions. Nous avons travaillé en dualité d'experts, les médecins légistes, en compagnie du balisticien et des anthropologues, et chaque fois qu'il y avait le moindre doute sur une lésion, notamment si c'était possible de confondre cette lésion périmortem avec une lésion post-mortem liée aux dégradations taphonomiques, j'ai éliminé tous ces doutes, je n'ai gardé que les certitudes de lésions liées à des traumatismes à haut transfert d'énergie qui pouvaient être compatibles avec l'action des projectiles d'armes à feu que nous retrouvons. Donc pour chaque corps, je présente chaque corps. Il s'agit ici de la fosse A de la ferme de Delhi, dont le corps numéroté ferme de Delhi, FDD A1. Le niveau, donc vous avez les deux petits squelettes face et profil. Les dégradations taphonomiques sont en bleu et les points, les cercles rosés ou rouges correspondent au lieu des lésions. Ici, nous avons une lésion de la ceinture scapulaire droite, c'est-à-dire l'ensemble clavicule, sternum, omoplate, qui constitue l'axe sur lequel s'articulent les membres supérieurs. Et nous voyons très bien ici une lésion de la coracoïde, c'est-à-dire des éléments de l'omoplate. Il s'agit de l'omoplate droite. De même, au niveau du bassin, on a une lésion du bassin et fait extraordinaire pour ce corps et indéniablement en relation avec une lésion par arme à feu. Le projectile est incrusté, est inclus et enfiché dans la cavité sur laquelle s'articule le fémur, qu'on appelle l'acétabulum. Voilà. Nous avons pu, pour ce corps, mettre en évidence, voyez-vous, les lésions au niveau des vêtements, tant au niveau du pantalon que du caleçon, qui sont en corrélation directe, parfaite et déterminante avec les lésions observées au niveau du bassin. Évidemment, nous avons ici systématiquement, quand c'était le cas, mis les projectiles qui pouvaient être associés. Nous situons le nombre de lésions. Par exemple, ici, nous avons 2 pénétrations. Nous avons au niveau du bassin des dégradations aussi bien de la partie droite qu'à la partie gauche du bassin. Ça nous fait 2 lésions qui sont distinctes. Et une lésion de la ceinture scapulaire, ici au niveau de l'omoplate, atteinte de la coracoïde et de l'autre épiphyse de l'omoplate. Je suis désolé, je n'ai plus le nom précis en tête. Donc les deux épiphyses de l'omoplate sont atteintes. Nous avons donc au moins, pour ce cas-là, 3 impacts. Ici, nous avons noté évidemment des dégradations des côtes, mais sans qu'il soit possible scientifiquement et honnêtement de les mettre sur le compte d'un projectile. Donc je les néglige et je ne garde que ça. Ce type de lésion, et je m'attarde un peu sur ce cas, ce type de lésion entraîne ici, au niveau de la ceinture scapulaire, une perte sanguine de l'ordre de 1 demi-litre à 1 litre de sang.
suivant les éléments vasculaires qui ont été touchés. Ici passe tout ce qui est sous-clavier, tout ce qui est carotide. Donc ça peut être intéressé. Au niveau du bassin, c'est beaucoup plus important et de nombreux organes vitaux passent par ici. On peut dire que cet individu, sur seulement ces 3 impacts que nous avons pu voir, il est bien évident que je ne vous montrerai en aucune façon des impacts qui ont pu traverser les organes mous ou les tissus mous ou les organes intra-abdominaux par exemple, voire même le cœur. Il est bien évident que je ne vais pas vous montrer ça, ni les mettre en corrélation. Mais simplement ces 3 lésions, ces 3 impacts sont suffisantes à expliquer le décès. Nous avons vu le corps A1, le corps A2, de même, a des lésions au niveau de la ceinture scapulaire droite et des membres inférieurs, multiples. Aussi, on comptait avec certitude 3 impacts. Regardez l'éclatement de l'omoplate ici. Donc, nous avons quasiment la moitié d'une ceinture scapulaire, c'est-à-dire la clavicule d'une part, au-dessus, avec un traceur rouge qui indique une lésion de son articulation sur le sternum. Et de même, la disparition quasi complète des éléments de l'omoplate, sur un corps qui était relativement bien conservé. Cela ne va pas sans lésion du sternum aussi et du rachis cervical. Donc, ça a intéressé réellement cette zone-là. Donc, la zone de la ceinture scapulaire. Au niveau du bassin, même type de lésion, aussi avec une corrélation au niveau des vêtements, tant vêtements superficiels, pantalons que sous-vêtements, des éléments balistiques associés, une lésion du bassin, une lésion fémorale supérieure au tiers supérieur du fémur gauche et une lésion au tiers inférieur du fémur droit. Donc voilà, la lésion du tiers supérieur du fémur gauche, la lésion du tiers moyen, tiers inférieur du fémur droit et les dégradations au niveau du bassin, c'est-à-dire de l'os iliaque. Ceci aussi, et notamment les fractures du fémur, une fracture du fémur telle que celle-ci, est quasi instantanément signée par une perte de sanguine de l'ordre d'1 litre, 2 litres 5 quelquefois. Donc il y en a 2. Actuellement, dans les facteurs de gravité en réanimation, on compte le nombre de lésions et on cote la quantité de sang théoriquement perdue. Et à partir de là, on fait une prévision de la possible survie ou non. Ainsi, il y a peu de temps, j'avais un accident d'avion et on me demandait si la personne était morte, à quel moment la personne pouvait mourir et si la réanimation avait... C'était un cas de malapraxis, un problème de responsabilité médicale. Si la réanimation